Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition de Paroles de DPO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Paulin, qui est Group Privacy Officer chez Kering. Boris, je vais peut-être commencer par te proposer de te présenter et de nous expliquer comment tu en es arrivé à ces fonctions. Très large question. Bonjour, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Être DPO et comment je suis devenu DPO est un parcours qui a été relativement long, puisqu'en fait, je baigne dans la donnée personnelle depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai commencé ma carrière sur la question de la donnée personnelle quand j'étais directeur juridique de Weezings, qui était une entreprise française d'objets connectés, qui est toujours une entreprise française d'objets connectés, où il y avait toute une question du lien entre les données de bien-être et les données de santé. Et c'était au moment où le RGPD arrivait en application. Donc, j'ai été baigné presque de force dans le sujet et le sujet a dominé ma pratique depuis. Après, je suis arrivé chez Webhelp où j'ai fait beaucoup de données personnelles et enfin chez Kering où j'ai eu une fonction qui était vraiment dédiée à la matière. Je suis arrivé chez Kering maintenant il y a 4 ans. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui, ces fonctions? Comment est-ce que ton activité s'organise? Comment est-ce que justement tous ces aspects privacy sont gérés? Alors, chez Kering, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Kering est un groupe qui dispose de marques avec une très forte renommée. Et bien entendu, la question de la confiance qu'a un consommateur envers la marque est absolument essentielle et au cœur même de l'activité dans un domaine du luxe. Et donc, le sujet de la privacy était très naturellement un sujet sur lequel le groupe et les maisons avaient une appétence naturelle. Et c'est un point qui aide beaucoup dans la fonction de Group Privacy Officer et de DPO. Aujourd'hui, l'équipe, elle est organisée de manière mondiale et je pense que c'est une vraie force de la structure qu'on a mis en place chez Kering. J'ai une partie de mes équipes qui est basée à New York, une partie à Milan, une partie à Paris et une partie en Chine, en Corée et au Japon. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une couverture mondiale sur une matière qui est extrêmement vivante. C'est une matière où on peut penser de manière assez naturelle que être conforme au RGPD permet d'être conforme à l'ensemble des réglementations au niveau mondial. Mais c'est globalement faux aujourd'hui. Bien sûr. Parce que le droit est un droit qui est extrêmement vivant, extrêmement évolutif. Et on voit que les législations locales et les pratiques locales nécessitent une adaptation de plus en plus forte aux enjeux locaux. Et alors, justement, par rapport à ça, comme tu le disais très justement, on voit il y a une véritable explosion, je dirais, de réflexion, de propositions de nouveaux textes, etc. Tu citais les États-Unis. Est-ce qu'il y a des exemples qui te semblent particulièrement intéressants en termes d'évolution, justement, du droit de la protection des données? Oui. Les États-Unis sont extrêmement parlants sur cette évolution parce que c'est un droit qui n'est pas marqué par une activité d'une autorité, comme on l'a en Europe, dans sa mise en œuvre. Le droit est un droit qui est éminemment individuel, qui est attaché à chaque personne. Et donc les mécanismes normaux de judiciarisation américaine s'approprient la matière. Et on l'a vu notamment en Californie, où on a par exemple cet enjeu où il y a quelques années, l'arrivée du CCPA en Californie, on s'est tous interrogés, est-ce que nous, entreprises européennes, être conformes au RGPD nous permettait d'être en conformité avec le CCPA? Le droit de refuser la vente, le selling de data, comme disent les Américains, n'est pas tout à fait un droit qui est retrouvé de manière identique dans le RGPD. Et donc ça interroge immédiatement sur notre pratique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on a des droits qui peuvent être mis en œuvre de manière différente dans un État particulier du marché américain. Et on le voit aujourd'hui, chaque État est en train de se doter d'une législation particulière sur la matière. La législation est très très sectorielle ou très large, de plus en plus large. Et donc ça impose de repenser à chaque fois nos programmes de conformité, notre approche de la matière pour chacune de ces nouvelles législations. Et on l'a de manière mondiale. Tu parlais des États-Unis, tu évoquais aussi tout à l'heure, par exemple, la Corée du Sud, le Japon.
comment aujourd'hui, pour un groupe international, on va pouvoir mettre en place des standards de conformité globaux? Comment est-ce qu'on va assurer cette, je dirais, cette conformité d'un point de vue international, tout en intégrant par ailleurs les standards du RGPD, ses exigences, etc. Comment est-ce que ça se passe concrètement et comment est-ce qu'on traite ces défis? Alors, c'est un très grand sujet. Et quand on avait réfléchi à ça il y a quelques années chez Kering, on avait fait un choix qui était assez fort d'axer notre approche sur la transparence. On a voulu, de manière extrêmement forte, s'interroger sur la perception qu'avaient les consommateurs locaux sur la manière dont une entreprise pouvait traiter leurs données. Ouais. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans un pays donné et que vous avez une notice de protection de la donnée personnelle, si cette notice vous paraît différente de celle que vous avez dans votre pays de résidence, vous avez immédiatement une perception assez néfaste de ces éléments-là. Et donc, quand vous avez l'habitude de voir une notice qui est très longue et que vous en avez une très courte, et inversement, vous trouvez ça louche. Et donc, l'enjeu que l'on a tout de suite cherché à appréhender, c'était la perception des personnes. Et pourquoi j'axe sur la transparence? Parce que cette transparence, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisque on voit que les textes longs ne permettent pas la transparence, les textes courts ne permettent pas de donner les informations qu'il y a besoin de transmettre. Et donc, on s'est vraiment arc-bouté à essayer d'être en adéquation avec ce que souhaitait le consommateur. D'accord. Et à partir de là, on a traité le sujet privacy sur cet axiome de la transparence, du consentement, de l'information, de moyens où on permettait à la personne d'être informée du traitement de ses données personnelles. Non, c'est effectivement quelque chose d'intéressant et aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de la confiance. Et puis, on le mesure sur d'autres aspects, notamment, on le voit pour certaines entreprises qui ont été confrontées à des risques cyber ou autres. Alors, la transparence, on a des obligations précises, notamment au regard du RGPD. Derrière, il y a aussi la question de la gouvernance. La CNIL revient très souvent, et d'ailleurs pas que la CNIL et d'autres autorités de protection des données, sur l'obligation d'assurer une gouvernance effective qui est, je dirais, vérifiée à travers un certain nombre de critères, etc. Comment est-ce qu'on parvient à mettre en œuvre cette gouvernance? Ou en tout cas, est-ce que tu as des conseils à donner justement sur la mise en place d'une véritable gouvernance à une échelle internationale globale, donc avec un certain nombre d'enjeux en termes de complexité? C'est une question qui est extrêmement intéressante et extrêmement complexe. Elle est complexe parce que elle renvoie au RGPD à cette neutralité que doit avoir le DPO, qui est à la fois une tour de contrôle, mais aussi une personne qui doit être une personne de confiance au sein de l'organisation. Et cette personne de confiance, elle doit fédérer autour d'elle un ensemble d'expertise. Personne n'est capable d'être à la fois un expert en marketing, en loi, en droit, en cybersécurité, en législation au niveau mondial. Donc le DPO en tant que tel, et c'est comme ça que j'ai construit la fonction de Group Privacy Officer, est une personne qui doit fédérer autour d'elle un ensemble de compétences afin de pouvoir assesser, de vérifier la conformité d'un traitement de données personnelles et d'un projet dans sa globalité. Et c'est ce point-là qui est essentiel, je pense, dans la gouvernance, c'est d'être en capacité d'être à la fois un conseiller, mais dans toutes les aspérités du mot conseiller. C'est-à-dire qu'il faut à la fois vérifier, auditer, rendre effectif notre conseil, mais aussi s'assurer que les personnes viennent vous voir. Et donc de ne pas être dans une posture de sclérose en fait d'un projet informatique ou d'un projet qui se veut certainement important pour l'activité de l'entreprise. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant. J'ai souvent l'habitude de dire que le DPO doit être une sorte de diplomate qui parle à tout le monde, comme tu le disais, parce qu'évidemment il ne peut pas seul avoir une expertise à 360 degrés, mais j'imagine que ce diplomate, il doit aussi pouvoir conseiller efficacement, ce sont ses missions au sens du RGPD, il doit aussi parfois convaincre ou emporter l'adhésion. Comment est-ce qu'on fait justement pour remporter la mise dans certains cas? J'ai une conviction forte que la privacy est un atout pour une entreprise. Si on prend par exemple la question de la rétention. La rétention qui est un sujet qui est très compliqué à gérer avec des projets informatiques souvent très lourds et très onéreux. Aujourd'hui, la rétention, elle est quand même fondée sur le fait d'avoir des informations justes sur les personnes. Si vous avez des très belles informations, bien sûr,
Pourquoi les conserver? Parce que votre message marketing ne fera pas mouche. Des questions de RSE, parce que le stockage informatique de données est un enjeu aujourd'hui qui est de plus en plus prégnant. Et au final, l'enjeu de rétention permet de repenser le cycle client. Et donc, le DPO doit être un vecteur d'une manière de repenser l'activité. Et la gestion de la donnée, dans son ensemble, le DPO doit être ce diplomate. Il doit mettre en exergue des problématiques ou des enjeux qui sont intéressants pour l'activité de l'entreprise. Et c'est cette vision, je pense, extrêmement ancrée dans l'activité quotidienne de l'entreprise qui permet au DPO d'être ce diplomate fédérateur. Et ça, c'est absolument essentiel, je pense, dans la gouvernance que l'on veut aujourd'hui effective, où les gens vont venir vous voir, non pas parce que vous êtes le donneur de leçons juridiques, mais vous êtes une personne de confiance qui permet de repenser un projet avec une vision qui n'est pas forcément celle initiale, mais qui permet au final d'arriver à quelque chose qui conduit à la confiance des personnes auxquelles vous traitez les données. L'exemple de la question de la conservation des données est un exemple intéressant, parce que souvent on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui est vécu comme un aspect un peu punitif. Voilà ce que vous pouvez conserver, voilà ce que vous ne pouvez pas conserver, etc. Et finalement, tu l'évoques, tu l'envisages, je dirais, sous la question de la valeur. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de la valeur, notamment sur les aspects cycle client, etc. Et à travers ce que tu viens de dire, finalement, j'ai aussi l'impression que le rôle des DPO est en train d'évoluer considérablement. Il n'est pas cantonné à certaines missions, notamment à ces missions juridiques, mais finalement un rôle beaucoup plus large. Qu'est-ce que tu perçois de cette évolution, ou pour toi, qu'est-ce qui serait nécessaire pour en tout cas pour le DPO de demain? Je pense qu'il y a un point essentiel, c'est la question des relais et la question de proposer une vision du DPO et du juriste dans son ensemble qui se projette. Je pense que le juriste, dans sa tour d'ivoire, dans un bureau qui est fermé, que personne n'a vraiment envie d'aller voir, est un temps qui est révolu de plus en plus, parce que le juriste est au cœur de l'activité de l'entreprise. Le juriste et le DPO sont des fonctions qui doivent être projetées. J'ai cette conviction de la projection de l'activité légale dans l'ensemble des aspérités d'une activité d'entreprise. Et le DPO, et on le voit dans beaucoup d'entreprises, a déjà entamé cette mue. C'est une fonction qui, si elle veut être efficiente, si elle veut être pertinente au regard de la complexité de la matière, a déjà fait l'effort de sortir de son bureau. C'est une fonction qui est reconnue, et le texte le dit, il faut que le DPO soit connu par l'ensemble des collaborateurs. Donc le DPO a une fonction essentielle de communication. Et est-ce que tu as des conseils à donner justement à des DPO pour arriver, enfin en tout cas être plus visible, pour jouer ce rôle finalement très interactif que tu décris, et encore plus dans des environnements un peu complexes, internationaux ou pas, mais c'est vrai que parfois dans un groupe de société, ça peut être compliqué pour un DPO ou ses équipes d'être reconnu. Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer? Le point essentiel, c'est la formation, le caractère didactique du métier. Faire une note juridique n'intéresse que celui qui la reçoit. Faire une formation intéresse toute la population qui va avoir cet échange. La formation est un point, je pense, absolument cardinal de notre métier, qui est d'être en capacité d'aller transmettre une information aux équipes, mais aussi lors de ces moments de recevoir leurs besoins. C'est lors des formations qu'on identifie en fait des enjeux que l'on va devoir traiter de manière urgente dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et donc plus on forme, plus on explique ce que l'on fait, plus on explique notre approche, moins les enjeux que l'on va avoir à traiter dans le futur seront au dernier moment, seront complexes, parce qu'on va intégrer des réflexes. Et en t'écoutant, je me dis aussi finalement que l'évolution du rôle du DPO, la façon dont il va finalement travailler, intervenir, etc., par ricochet, ça peut aussi amener les équipes juridiques à faire évoluer leurs pratiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates ou sur lequel tu as été amené à travailler? C'est quelque chose que l'on constate et c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Je prends l'exemple de la logique de data governance, qui est aujourd'hui un élément
cardinal dans chaque entreprise. Aujourd'hui, la data gouvernance, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre au sein d'une fonction juridique? Parce que le juridique génère énormément de données. Et ça, on ne le voit pas forcément. Que ça soit des avis juridiques, que ça soit les listes d'entreprises, les listes de compagnies qu'a une entreprise, que ça soit la gestion des contentieux, la gestion des risques. Toutes ces données-là, elles n'intéressent pas que la fonction juridique, elles intéressent l'ensemble de l'organisation et notamment le pilotage de l'organisation. Et je suis absolument certain que la fonction juridique va être de plus en plus visible dans les prochaines années, sous réserve que la fonction juridique accepte cette mutation et de cette projection qui lui est absolument nécessaire. Non, c'est très intéressant et à travers ces éléments, je pensais aussi à l'empilement des textes qu'on connaît aujourd'hui. Tu évoquais tout à l'heure, je dirais, les nouvelles législations, réglementations au niveau international en matière de protection des données. Au niveau européen, on a à la fois tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les aspects cyber, et puis aussi le DMA, le DSA, les textes sur la gouvernance des données. Comment est-ce qu'on fait quand on est DPO pour se repérer dans une forêt qui est de plus en plus touffue en matière de protection des données? Pour nous faire des résumés. Non, plus sérieusement, je suis convaincu que justement le corpus législatif va devenir extrêmement, et est extrêmement complexe et va le devenir de plus en plus. Et donc, la cohésion, la transversalité va être absolument nécessaire. Les réglementations qui affectent les enjeux de cybersécurité vont avoir un impact direct sur l'application du RGPD. Et donc, si on appréhende notre métier uniquement sur le prisme d'un DPA, d'un contrat qui va traiter les enjeux de données personnelles, on rate 90% de la matière. Si on traite uniquement la version pure gouvernance, compliance de la matière, on rate la partie contractuelle, on rate la partie projet et on rate la partie cyber. Bien sûr. Et donc, encore une fois, je reviens sur ce point de fédérer, de regrouper un ensemble de compétences. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus visible sur l'ensemble des réglementations. Aujourd'hui, plus aucune réglementation n'est un silo. Et c'est quelque chose qui est éminemment vrai dans les textes européens et qu'il est de manière globale. Le corpus législatif se complexifie et il va falloir impérativement repenser la manière de penser le juriste, de se dire on a quelqu'un qui est un pur expert complet sur sa matière, mais en fait cet expert il doit connaître d'autres enjeux. Et dans mon parcours de carrière, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que je suis arrivé à la privacy. C'est-à-dire que je ne suis pas parti de la privacy pour arriver à autre chose. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait du droit social, j'ai fait du droit des activités économiques, j'ai fait du droit de la consommation pour arriver à la privacy et qui permet aujourd'hui en fait d'avoir cette vision globale et qui permet de faire mon métier au quotidien. Et alors, en tant qu'expert de la privacy, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où aujourd'hui, soit les projets législatifs réglementaires ou ce qui se passe autour de la privacy est plus particulièrement intéressant? Alors, on a l'Asie qui a une vision qui est différente de la privacy par rapport à nous, qui est très marquée sur le consentement, mais la définition du consentement n'est pas la même qu'en Europe, et je pense que c'est des enjeux de définition du même mot d'un pays à l'autre est absolument essentiel parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations. On a une vision asiatique qui est aussi plus administrative, je pense ici à la Chine, à la Corée par exemple, mais je pense qu'un pays qui est absolument à avoir en tête, ce sont les États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement intéressant. Les États-Unis sont une puissance numérique. Une puissance numérique qui n'a pas de loi fédérale. Et donc, on a un ensemble de lois étatiques qui sont en train d'être mis en place, qui s'accélèrent, qui rendent la matière de plus en plus complexe, puisque les lois sont souvent sectorielles. On pense à IPA, qui est la plus ancienne, la plus connue d'entre elles. Et qui commence à intégrer le droit à la consommation et le droit à la protection des données personnelles. Et donc, c'est cette intrication entre les deux, entre ces différentes visions qui, intellectuellement, je trouve, sont absolument passionnantes. Parce que chaque loi va s'interpréter de manière différente, va s'inspirer des textes autres que ceux qu'il y a purement aux États-Unis, et on est en train de créer un corpus qui est, à mon sens, assez unique, assez spécifique, et qu'on ne doit pas traiter comme étant RGPD conforme. Et donc, ce sont vraiment des enjeux
qui vont conduire à ce que les citoyens états-uniens vont être de plus en plus acerbes sur la protection de leurs données personnelles. Et on pense aujourd'hui que l'Europe est le principal pays vecteur de demande d'exercice des droits. C'est quelque chose qui va changer. Non, c'est très intéressant, et puis ça permet vraiment de concrétiser cette idée selon laquelle finalement les cartes de la privacy sont sans cesse rebattues, avec la nécessité justement de prendre en compte un nombre de standards de plus en plus important. Merci beaucoup en tout cas Boris pour cet éclairage, pour cette présentation de ton expérience, et pour cet aperçu général de tous les enjeux aujourd'hui de la construction d'une gouvernance au niveau global, et notamment pour un groupe comme Kering. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait un plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux souhaiter à la fonction de DPO? Je pense que la fonction est une fonction qui est encore très récente, très jeune, et qui va, dans les prochaines années, être de plus en plus reconnue comme étant véritablement une fonction qui est au cœur de l'activité de l'entreprise. Et je suis absolument certain que cette mutation d'une fonction purement de conformité, de juridique, va absolument changer et va être vraiment perçue comme une fonction essentielle au sein d'une entreprise, tant elle peut apporter de la plus-value d'un point de vue juridique et de sécurité, mais aussi en termes de business.